Le 22 juin 2024, un appel parvient au service d'urgence 911 depuis la petite ville de Grass Harbor, dans le Maine. Ce lieu côtier vit paisiblement et la police y traite plus souvent des infractions routières ou des disputes familiales que des affaires graves. Cette fois-ci, l'appel ne semblait pas alarmant. Les voisins se plaignaient d'une odeur désagréable et d'un ventilateur qui bourdonnait sans arrêt depuis plusieurs jours. Ils notaient que l'odeur était étrange, douceâtre et nauséabonde, et qu'elle provenait précisément de la maison du coin. La plainte fut enregistrée comme odeur dérangeante et bruit technique. À première vue, rien de criminel. 2 jours plus tard, le 24 juin, une patrouille se rendit à l'adresse. La maison appartenait à Thomas Ellerby, un résident local. Les policiers s'approchèrent de la porte, sonnèrent, frappèrent, firent une annonce par haut-parleur. Personne ne sortit. Ils tentèrent d'appeler le numéro indiqué dans la base de données. Pas de réponse. À ce moment-là, l'odeur à l'entrée était plus forte que dans la rue. De la condensation était visible sur les fenêtres, indiquant une forte humidité à l'intérieur. Le ventilateur continuait de fonctionner. La voiture du propriétaire était garée devant la maison, mais aucun signe de sa présence. Les voisins confirmèrent, la situation n'avait pas changé depuis plusieurs jours. Ces cas sont classifiés comme vérification du bien-être du résident. D'abord, la police doit exclure une urgence médicale. Par exemple, la personne pourrait avoir perdu connaissance ou être décédée à l'intérieur de la maison. C'est pourquoi les officiers établirent un mandat de perquisition d'urgence. La loi permet de le faire s'il y a des raisons suffisantes de croire que le propriétaire est en danger. Ici, plusieurs facteurs étaient réunis: l'odeur persistante, l'absence de contact et les signes d'un espace confiné. Le juge accorda rapidement l'autorisation. Quand le mandat fut en leur possession, les policiers entrèrent. Ils ouvrirent immédiatement les fenêtres pour aérer les pièces et commencèrent l'inspection. Les premiers étages semblaient ordinaires. Les meubles étaient à leur place, aucune trace d'effraction ou de désordre. Mais l'odeur s'intensifiait en se rapprochant de l'escalier descendant. À la porte du sous-sol, elle devenait particulièrement dense. Là se trouvait aussi le ventilateur en fonctionnement, manifestement branché pour une ventilation permanente. Les officiers notèrent cela dans leur rapport et dirigèrent leurs lampes vers l'intérieur du local. En descendant au sous-sol, ils localisèrent rapidement la source. Dans la zone utilitaire, près des étagères et de l'équipement technique, se trouvaient des restes humains. Le compte ne portait pas sur 1 ou 2 personnes. Finalement, 8 corps furent découverts dans le sous-sol. Ainsi, une plainte ordinaire pour odeur se transforma en point de départ d'une enquête majeure. La maison de Thomas Ellerby fut immédiatement scellée comme scène de crime. L'équipe d'investigation et les experts médico-légaux furent appelés. Et le propriétaire lui-même devint dès lors la figure principale de l'affaire. La maison où 8 corps furent trouvés appartenait à une seule personne. Les documents immobiliers de l'adresse 417 avenue Maple étaient établis au nom de Thomas Ellerby. Il avait 58 ans. Dans la petite ville, tout le monde savait que c'était bien sa maison. Et maintenant, c'était précisément ce fait qui transformait ce résident apparemment ordinaire de Grass Harbor en suspect numéro 1 pour l'enquête. Qui était cet homme ? Thomas Ellerby ne ressemblait pas à quelqu'un capable de se retrouver au centre d'une affaire horrifiante. Il enseignait la musique à l'école Harborside Middle. Ses élèves le connaissaient comme un professeur exigeant mais juste, toujours prêt à rester après les cours pour aider avec les passages difficiles. Le soir, on pouvait le rencontrer à l'église Saint-Luc, où il jouait de l'orgue. Pour les paroissiens, il faisait partie de l'ordre habituel. Chaque dimanche, la musique d'Ellerby. Son statut social était au-dessus de la moyenne. Pédagogue, musicien, homme lié à l'église, Ellerby était considéré comme un résident respecté de la ville, une personne à qui font confiance les parents, l'administration scolaire, la communauté.
C'est là que réside le plus fort contraste, car c'est précisément dans sa maison qu'on trouva 8 corps. Quand les experts commencèrent l'examen, l'une des premières précisions concernait l'âge des victimes. Les données préliminaires montraient tous étaient des adolescents. Ce n'était pas un ensemble aléatoire de personnes, pas un tableau désordonné. C'était un groupe de victimes du même âge, ce qui les reliait immédiatement au monde d'Ellerby lui-même. Il enseignait précisément aux adolescents. Il travaillait avec eux dans la chorale, les préparait au concours, aux répétitions. Et maintenant, dans son sous-sol, on trouvait les restes de ceux qui étaient du même âge que ses élèves. À partir de ce moment, l'affaire cessa d'être simplement une énigme criminelle. Elle devint une affaire sur la façon dont un homme respecté, une personne de confiance de la ville, s'était trouvé lié à des disparitions qui jusqu'alors semblaient sans rapport entre elles. C'est précisément ici que l'enquête obtint un nouveau point de départ. Il fallait vérifier chaque pas de Thomas Ellerby et comprendre comment il s'était retrouvé au centre d'une histoire qui bouleversa toute la ville. Après la découverte dans le sous-sol, la police devait comprendre. Y avait-il un lien documentaire entre Thomas Ellerby et les victimes? Pour cela, les enquêteurs remontèrent tous les dossiers de personnes disparues dans le comté durant la dernière année. Travail routinier, vérification de dates, de noms, de circonstances. Mais le résultat fut étonnamment direct. Les 8 personnes dont les restes furent trouvés dans la maison figuraient déjà comme disparus. Et tous étaient participants de la chorale scolaire dirigée par Ellerby lui-même. Il fallait maintenant déterminer où commençait précisément cette chaîne. Les enquêteurs établirent une chronologie. Premier point, le 7 septembre 2023. Ellerby annonce officiellement un programme supplémentaire pour vocalistes talentueux. Répétition, préparation au concours régional, cours individuels. Les parents perçoivent cela comme une chance pour leurs enfants de se révéler. Personne n'y voit rien de suspect. Un mois plus tard, le 19 octobre 2023, le premier adolescent ne rentre pas chez lui. D'abord, la police supposa une fugue. Dans la famille, on parlait de conflit, et l'affaire ne se distinguait pas parmi les autres. Mais dans les mois suivants, les disparitions commencèrent à se répéter. Avec un intervalle de plusieurs semaines, la ville perdait encore un participant de la chorale. Le dernier cas fut enregistré le 6 juin 2024. Au total, en 9 mois, 8 personnes disparurent. Quand tous ces épisodes furent réunis en une seule ligne, il devint clair. Ils formaient un schéma unique. Le dénominateur commun était trop évident pour laisser des doutes. Chaque disparition se produisait le jour même ou juste après qu'un adolescent eût assisté à une répétition avec Ellerby. L'emploi du temps de la chorale et les dates de signalement de disparition coïncidaient presque complètement. Ainsi, l'enquête établit un fait rigide. En 9 mois, disparurent 8 élèves d'une même chorale. Tous figuraient dans la base comme disparus, et tous se trouvèrent dans le sous-sol de leur professeur de musique. Ceci devint le point clé à partir duquel commença l'enquête complète sur l'activité de Thomas Ellerby. Après que l'enquête eut établi le lien entre Ellerby et les élèves disparus, restait l'étape suivante, trouver les preuves matérielles. Les corps dans le sous-sol étaient eux-mêmes une preuve terrifiante, mais la police avait besoin de plus. Des objets qui montraient comment exactement cet homme agissait et ce qui le liait aux victimes dans la vie quotidienne. La perquisition de la maison continua plusieurs jours. Chaque pièce était photographiée et filmée, les objets examinés selon le protocole. Le grenier attira une attention particulière. D'habitude, ce lieu stocke de vieilles boîtes, du bric-à-brac qui ne sert pas au quotidien. Mais c'est précisément là que les enquêteurs montèrent pour vérifier s'il n'y avait pas quelque chose d'inhabituel. Et effectivement, parmi la poussière et les poutres en bois, ils découvrirent plusieurs boîtes hermétiquement fermées. À l'extérieur, elles paraissaient ordinaires. Aucune marque, aucune inscription. Mais chacune d'elles était soigneusement empilée et scotchée. Que se trouvait-il à l'intérieur?
Les boîtes furent ouvertes l'une après l'autre, et il devint immédiatement clair. Ce n'étaient pas les affaires personnelles de Thomas Ellerby. À l'intérieur se trouvaient normalement des cahiers scolaires, des journaux intimes, des manuels avec des signatures. Dans certains, il y avait des marque-pages, dans d'autres, des annotations dans les marges. Cela appartenait aux adolescents. Les objets étaient rangés comme s'ils avaient été spécialement collectés. Ce n'était pas un ensemble aléatoire, mais toute une collection. Les experts procédèrent à la vérification. Écriture, signature, date, dessin, tout correspondait. Ces objets appartenaient à ces mêmes 8 disparus. Pour l'enquête, ceci devint la première confirmation directe que dans la maison d'Ellerby se trouvaient non seulement eux-mêmes, mais aussi leurs affaires personnelles. Ce qui signifiait que le lien entre l'enseignant et les disparitions devenait encore plus solide. Mais parmi les trouvailles du grenier, se distinguait un objet. Dans la pile de cahiers se trouvait une enveloppe avec des imprimés d'emploi du temps de la chorale Harborside Middle. C'était un des documents officiels qu'Ellerby utilisait pour planifier les cours. Et c'est précisément sur ces feuilles que se trouvaient des annotations manuscrites. En face des noms des 8 adolescents étaient faites des marques spéciales. Date, cercle, coche. Ces papiers n'étaient pas simplement une partie du processus éducatif, ils se transformaient en preuves, car ils montraient un choix. Pour l'enquête, ceci devint un moment décisif. Maintenant, il était prouvé. Les disparitions n'étaient pas accidentelles. Chacune d'elles était liée à l'avance aux répétitions de chorale, et Ellerby lui-même notait cela dans les documents. Ces listes devinrent la première preuve matérielle indiquant le caractère prémédité de ces actions. À partir de ce moment, l'enquête changea d'orientation. Maintenant, la police cherchait non seulement des preuves à l'intérieur de la maison, mais commença aussi à rassembler toutes les informations possibles sur la façon dont Ellerby préparait exactement ses actions, avec qui il était en contact et quelles mesures il prenait en dehors de sa maison. Après la découverte de preuves dans la maison de Thomas Ellerby, la question de son statut pour les forces de l'ordre ne se posait plus. Jusqu'alors, il figurait comme témoin et propriétaire de la maison où la découverte avait été faite. Mais déjà le 24 juin 2024, la situation changea radicalement. Sur la base des corps découverts, des affaires personnelles des adolescents disparus et des emplois du temps avec annotation, le tribunal émit un mandat d'arrêt. Ce fut le moment où Ellerby se transforma officiellement d'enseignant respecté et organiste en principal suspect dans l'affaire de la disparition et de la mort de 8 personnes. Son arrestation se déroula calmement. Ellerby fut arrêté dans sa propre maison, où la perquisition continuait. Les policiers présentèrent le mandat, il n'opposa pas de résistance. Tout se passa devant les caméras pour que la procédure ait pleine force juridique. On lui expliqua ses droits, on l'emmena au commissariat du comté où le procès-verbal du premier interrogatoire était déjà préparé. À partir de ce moment, il se trouvait en isolement, et la maison de Maple Avenue fut complètement scellée et transmise au criminologue. Ensuite, l'attention de l'enquête se porta sur sa réaction. La première chose qu'il voulait enregistrer était sa position concernant les corps trouvés. Dans le bureau d'interrogatoire, en présence d'un avocat commis d'office, on présenta à Ellerby la liste des accusations et on lui posa la question directe. Comment les restes de 8 adolescents s'étaient-ils retrouvés dans le sous-sol de sa maison? Selon le procès-verbal, sa réponse fut extrêmement brève. Ellerby refusa d'expliquer ce qui se passait, déclara qu'il y avait eu une erreur et qu'il n'avait aucun rapport avec la découverte. Puis il usa de son droit de ne pas témoigner contre lui-même et exigea un avocat pour toutes les procédures suivantes. Un tel comportement devint un obstacle pour l'enquête. Du suspect ne parvint aucune information qui aurait pu éclaircir sa version des événements. Il ne niait pas le fait d'être propriétaire de la maison, mais refusait de répondre aux questions sur les objets et corps trouvés. Pour les enquêteurs, cela signifiait une chose. La ligne de défense se construisait sur un silence total. Au sens juridique, le refus de coopération conjugué à la gravité des preuves présentées limitait drastiquement ses possibilités. Le tribunal examina la question de la mesure préventive.
compte tenu du fait qu'il s'agissait de 8 morts trouvés dans une maison appartenant à LRB, et compte tenu des emplois du temps trouvés au grenier, il n'avait aucune chance de libération sous caution. Le juge décida de le maintenir en détention sans droit de verser une caution. Ainsi, le citoyen respecté, pédagogue connu et musicien, se retrouva définitivement dans le statut de principal suspect. Ce fut un point de non-retour. Maintenant, l'enquête cessa d'être une recherche de liens possibles et se transforma en préparation d'une base probante qui devait répondre à la question principale: de quelle manière LRB avait pu organiser une série de disparitions et cacher tout cela pendant presque 1 an. L'enquête avait déjà de solides preuves contre Thomas LRB, mais selon la loi, on ne peut pas s'enfermer dans une seule version. Toute affaire retentissante exige la vérification de scénarios alternatifs pour exclure les erreurs. La question se posait ainsi: était-ce vraiment LRB qui était le seul coupable possible? Ou bien une autre force pouvait-elle être derrière les disparitions? Selon la procédure standard, les enquêteurs élargirent le cercle de vérification. Ils commencèrent par interroger des témoins près de l'école où l'enseignant dirigeait les cours de chorale. Ils réexaminèrent tous les signalements parvenus à la police ces derniers mois. Ils recoupèrent les observations des habitants locaux, vérifièrent les itinéraires de déplacement des adolescents disparus. Et assez rapidement apparurent 3 nouvelles pistes qui ne s'inscrivaient aucunement dans la version simple « enseignant et ses élèves ». La première piste émergea des témoignages. Plusieurs personnes affirmaient avoir vu à plusieurs reprises près du bâtiment de l'école un fourgon gris sans plaque du comté. La voiture apparaissait le soir quand la chorale finissait les répétitions et repartait quelques minutes plus tard. À ce moment-là, on ne l'avait pas jugée suspecte, mais maintenant ce détail semblait différent. La deuxième piste concernait une des familles. Une des victimes avait un beau-père qui était ouvertement en conflit avec l'administration scolaire. La cause invoquée était les mesures disciplinaires, les plaintes et les disputes sur la façon dont les enseignants traitaient l'enfant. Dans les documents étaient conservés les enregistrements de son comportement agressif lors des réunions scolaires. Pour l'enquête, cela ressemblait à un motif possible de vengeance ou de pression. La troisième piste s'avéra liée à LRB lui-même, mais pas directement à son travail. Lors de la vérification des documents financiers, les enquêteurs découvrirent d'étranges virements sur son compte. Les sommes étaient plus importantes que le salaire habituel d'un pédagogue. Il n'était pas clair d'où venait cet argent et à quoi il était dépensé. Ce moment ne confirmait pas son innocence, mais créait une nouvelle énigme. Peut-être que derrière ce qui se passait se trouvaient non seulement des motifs personnels. Ainsi, l'enquête se retrouva avec 3 directions différentes. La version d'un prédateur inconnu avec un fourgon gris, la version d'un conflit au sein de la famille d'une des victimes et la version des secrets financiers d'LRB lui-même. Chacune des directions exigeait vérification, interrogatoire, analyse d'alibi et recherche de confirmation. L'histoire cessa d'être linéaire. Si auparavant elle ressemblait à un schéma évident, enseignant et ses élèves, maintenant l'enquête se trouvait dans une situation où il fallait démêler tout un écheveau. Chaque piste ouvrait une nouvelle ligne d'événements et cela signifiait que l'enquête entrait dans son 2e acte, dans un véritable labyrinthe où les enquêteurs avaient déjà plusieurs suspects potentiels et aucune réponse définitive. La question qui se posa en premier lieu devant les enquêteurs après l'arrestation d'LRB sonnait simplement: quelqu'un avait-il remarqué des bizarreries dans son comportement pendant les mois où disparaissaient les adolescents? Pour répondre à cela, la police décida d'analyser sa vie routinière, non seulement le travail à l'école et à l'église, mais aussi les achats domestiques, les traces financières. Une telle analyse permet souvent de voir ce qui échappe aux yeux des voisins et collègues. Bientôt, l'attention fut attirée par des reçus du magasin de bricolage Arbor Hardware. Ces derniers mois, LRB y faisait des achats réguliers. À première vue, il n'y a rien de suspect à cela. Chaque propriétaire achète quelque chose pour les réparations et l'entretien. Mais quand les employés rassemblèrent toutes les transactions en une seule ligne, il devint évident:
l'ensemble des marchandises ne correspondait pas au mode de vie d'un professeur de musique et organiste. Ces achats convenaient plutôt à quelqu'un qui tentait de contrôler un espace, de l'isoler et de cacher certaines traces. Qu'achetait-il exactement ? Dans les listes se trouvaient des ventilateurs industriels, des panneaux d'insonorisation, des sacs de chaux et de gros contenants hermétiques. Chaque position séparément peut sembler domestique. Un ventilateur pour aérer la maison, des panneaux pour améliorer l'acoustique, de la chaux pour les besoins domestiques, des contenants pour le stockage. Mais ensemble, ces achats ressemblaient à un ensemble utilisé pour dissimuler l'odeur, le bruit et les traces biologiques. Et c'est précisément cela qui inquiétait le plus les enquêteurs. Quand les policiers mirent en relation les dates d'achat avec les plaintes des voisins, le puzzle s'assembla. Au printemps 2024, les habitants de la rue commencèrent à noter le bruit constant du ventilateur de la maison d'Ellerby. Cette période coïncidait exactement avec les dates de ces gros achats à Arbor Hardware. Les gens disaient que le son provenait du sous-sol, continu, sans pause pour la nuit. Pour la police, ceci devint une confirmation directe. La ventilation dont se plaignaient les voisins avait été installée après ces achats, et son but était lié non pas à des réparations, mais à une tentative de dissimuler les conséquences de crimes. Ainsi, l'enquête obtint une preuve supplémentaire. Le comportement d'Ellerby, enregistré non dans les mots mais dans les reçus et les témoignages des voisins, montrait l'intention. Il ne gardait pas accidentellement les corps dans le sous-sol, il se préparait systématiquement à dissimuler les traces et minimiser l'attention extérieure. Ces données renforcèrent la position de l'accusation et introduisirent encore plus profondément l'enquête dans l'étude de la minutie avec laquelle il planifiait ses actions. Pour prouver la culpabilité d'Ellerby, les enquêteurs devaient donc répondre à la question principale. Comment les victimes se retrouvaient-elles dans sa maison ? Les objets trouvés et les témoignages des voisins ne suffisaient pas. Il fallait des données objectives qui ne laissent pas place au doute. La police commença à rassembler les traces numériques. D'abord furent saisis les enregistrements des caméras de surveillance sur toute Maple Avenue. Tout fut utilisé, caméras urbaines, caméras d'enregistreurs et sonnettes de porte des voisins. Les dispositifs enregistraient non seulement la rue, mais aussi les passants eux-mêmes. C'est précisément dans ces archives que se trouvait ce que l'enquête cherchait. Les caméras enregistrèrent les dernières minutes de vie des victimes, et maintenant les enquêteurs avaient la possibilité de reconstituer la chaîne d'événements pas à pas. Que montraient les enregistrements ? À différentes dates se traçait une même scène. Thomas Ellerby marche dans la rue à côté d'un des adolescents. Ils conversent calmement, sans signe de contrainte. Tous deux tournent vers sa maison et l'enregistrement s'arrête là. Il y eut 8 de ces épisodes, exactement selon le nombre de disparus. C'était la preuve clé. Personne d'étranger n'attirait les enfants. Personne ne les attendait près de l'école. À chaque fois, Ellerby lui-même les amenait chez lui. Pour exclure tout doute, la police vérifia aussi d'autres traces numériques. Les données des opérateurs de téléphonie mobile furent remontées. L'analyse des signaux des téléphones montra le même tableau. Les appareils des 8 adolescents cessaient d'émettre des signaux précisément quand ils se trouvaient dans le quartier de la maison d'Ellerby. La géolocalisation s'interrompait à une seule adresse, 417 avenue Maple. Ainsi, les enregistrements vidéo et les données des réseaux mobiles coïncidèrent. Les caméras montrèrent qu'Ellerby accompagnait personnellement les adolescents, et les données téléphoniques confirmèrent que c'est précisément chez lui qu'il perdait contact avec le monde extérieur. Ces preuves fonctionnèrent comme un étau. Elles enfermèrent les victimes et le suspect dans un même lieu et au même moment. À partir de ce moment, la version des disparitions accidentelles tomba définitivement. Et l'enquête se concentra sur la recherche de la façon dont Ellerby planifiait et cachait exactement ses actions. Pour comprendre ce qui se passait exactement avec les adolescents après qu'ils entraient dans la maison d'Ellerby, l'enquête s'appuyait sur les données des criminologues. Sans conclusion médicale précise, cela resterait seulement des suppositions. Le 10 juillet 2024 fut prêt le rapport d'expertise médico-légale.
Le document devint l'un des plus importants de l'affaire. Il unit les 8 cas en un schéma unique et confirma. La cause de décès chez toutes les victimes était identique. Les experts décrivirent en détail le mécanisme. Dans les échantillons de tissu furent découvertes des traces de sédatifs puissants. Cela signifiait que les adolescents étaient d'abord plongés dans un état d'inconscience. Mais l'affaire ne s'arrêtait pas là. Dans pratiquement tous les cas, étaient présents des signes d'asphyxie. La formulation médicale indiquait un étouffement, c'est-à-dire qu'agissait non pas une colère spontanée, mais un scénario net et méthodique. D'abord le contrôle sur la victime par les médicaments, puis l'action finale. Une telle méthode en 2 étapes indiquait un calcul. Ce n'était pas un éclat émotionnel accidentel, pas une violence chaotique. LRB agissait de sang-froid, choisissant la séquence d'étapes pour exclure la résistance. Les experts conclurent, tous les 8 adolescents périrent selon le même schéma. Ceci confirma encore une fois le caractère sériel des crimes et montra qu'il s'agissait de planification, et non d'épisodes isolés. L'étape suivante consistait à chercher des traces biologiques qui pourraient définitivement lier les victimes à la maison et à l'automobile d'LRB. Le 29 juillet 2024 s'acheva l'expertise ADN. Les matériaux pour l'analyse furent prélevés du sous-sol, des boîtes du grenier, sur les meubles et dans l'habitacle de la voiture. Le laboratoire compara les profils avec la base de données et les échantillons officiels fournis par les familles des disparus. Les résultats furent sans équivoque. Les profils ADN des 8 victimes furent découverts dans la maison. Les traces se conservèrent sur les murs et le sol du sous-sol, sur les affaires personnelles trouvées au grenier, ainsi que dans le coffre de l'automobile d'LRB. Cela signifiait que les adolescents se trouvaient non seulement à l'intérieur de sa maison, mais étaient aussi transportés par lui, personnellement. Ainsi, l'expertise mit le point final à la chaîne de preuves. La cause de décès identique, le mécanisme confirmé. L'ADN lia les victimes, le lieu et le suspect en un système unique. La science confirma pleinement ce qui n'était auparavant qu'une version de l'enquête. Maintenant, l'accusation avait non seulement un motif et des preuves indirectes, mais aussi une preuve scientifique directe. Tout cela devint le fondement de la préparation au procès judiciaire, où il fallait vérifier si cette base probante résisterait à la pression de la défense. Après une série de déclarations retentissantes et de publications dans la presse, l'attention portée à l'affaire LRB restait élevée. Mais à l'intérieur même de l'enquête, il fallait comprendre non seulement les preuves principales, mais aussi les versions secondaires qui étaient apparues à la phase précoce. Rappelons-nous, dans le champ de vision de la police se trouvaient 3 lignes supplémentaires. C'est le fourgon gris remarqué près de l'école. C'est le beau-père conflictuel d'un des disparus. Et ce sont les virements financiers suspects qui auraient pu indiquer les accords secrets de quelqu'un. Les enquêteurs étaient obligés de vérifier chacune de ces versions. Ignorer de telles données est impossible. Toute négligence peut mener à l'effondrement de l'affaire au tribunal. C'est pourquoi le travail se fit méthodiquement. Sur chaque ligne furent interrogés des témoins, rassemblés des documents, saisis des traces numériques. Cela prit plusieurs semaines. Et finalement, chacune de ces versions reçut son explication. D'abord, le fourgon gris. Plusieurs écoliers et 2 parents affirmèrent l'avoir vu tard le soir près de Harborside Middle. Il s'avéra que l'automobile appartenait à un monteur de climatiseurs qui travaillait dans un bâtiment voisin. Le traceur GPS sur sa voiture confirma les itinéraires. Aux dates où disparaissaient les adolescents, le fourgon se trouvait effectivement près de l'école, mais l'heure coïncidait avec ses commandes de travail. Les documents de commande et les témoignages des clients confirmèrent pleinement l'alibi. La deuxième version concernait le beau-père d'une des victimes. Ces conflits avec l'école étaient réels et enregistrés dans les procès-verbaux des réunions de parents. Cependant, lors de la vérification détaillée, il s'avéra qu'au jour de la disparition de sa belle-fille, il se trouvait au travail en dehors de la ville. Les feuilles de pointage,
Les caméras de l'entreprise et les témoignages des collègues confirmèrent sa présence au poste. Cet alibi ne laissait pas d'espace au doute. La troisième ligne paraissait la plus nébuleuse, les virements financiers arrivant sur le compte d'Ellerby. Initialement, ils avaient été suscités des soupçons. Les sommes étaient supérieures à son revenu habituel. Mais quand les documents furent remontés complètement, il s'avéra que c'était un des paiements du fonds de l'église. Ellerby avait acheté un nouvel orgue pour le Temple Saint. Luxe, et les versements se faisaient selon un contrat de paiement échelonné. Dans la comptabilité de l'église étaient conservés les originaux des documents et les confirmations de ces transactions. Ainsi, l'argent n'avait pas de rapport avec les disparitions et s'expliquait par son activité professionnelle. Le bilan de ces vérifications fut le seul possible. Toutes les lignes secondaires butèrent sur des alibis inébranlables ou reçurent une explication logique. Le fourgon gris s'avéra être un transport de travail, le beau-père était au poste le jour de la disparition, et les paiements étranges s'avérèrent être un échelonnement pour un instrument de musique. Formellement, toutes ces versions furent fermées par décision de l'enquêteur. Cela signifiait que le labyrinthe de l'enquête se rétrécissait progressivement. Maintenant, l'attention revenait complètement à Thomas Ellerby. Il restait le seul suspect, et les preuves rassemblées se construisaient en un tableau cohérent et sans contradiction. C'est précisément à partir de ce moment que l'enquête se concentra définitivement sur la préparation de l'accusation qui devait résister au tribunal. Si l'enquête avait déjà toutes les preuves contre Thomas Ellerby, restait la question principale. Pourquoi ? Si l'on exclut l'argent, la vengeance ou les commandes de quelqu'un, qu'est-ce qui avait pu pousser un enseignant scolaire respecté et organiste à une série de meurtres soigneusement préparés ? Pour répondre à cela, les enquêteurs se tournèrent vers sa santé et sa psyché. Furent demandés les dossiers médicaux d'Ellerby, ainsi que fut assignée une expertise judiciaire psychiatrique. L'étude des documents médicaux révéla plusieurs problèmes. Ellerby souffrait d'une perte d'audition progressive, accompagnée de tinnitus, un bourdonnement constant dans les oreilles. Pour un musicien et enseignant, ce n'était pas simplement un désagrément, mais une catastrophe. Les médecins enregistraient que ces dernières années, son audition s'était drastiquement détériorée. En combinaison avec cela, les psychiatres révélèrent chez lui un trouble d'adaptation. Il ne pouvait se résigner au changement dans sa vie. S'ajoutèrent des traits narcissiques de personnalité, le désir de contrôler les autres et un rapport douloureux à son propre statut. L'expertise rassembla tout cela en un tableau unique. Ellerby percevait la perte d'audition comme la fin de son identité. La musique et les voix d'enfants purs avec lesquelles il travaillait devinrent pour lui une idée obsessionnelle. Selon la conclusion des experts, le motif se forma dans une logique pathologique. Il voulait conserver les voix de ses élèves sous la forme où elles sonnaient pour lui alors, pendant que son audition lui permettait encore de les percevoir, et avant qu'elles ne changent avec l'âge. Du point de vue d'une personne normale, cela sonne comme une justification perverse. Mais pour lui-même, cela devint une idée fixe justifiant ce qu'il faisait. En même temps se posait la question juridique principale. Réalisait-il ce qu'il faisait ? Était-il en état de répondre de ses actions ? À ces questions devait répondre l'expertise judiciaire psychiatrique. Malgré les diagnostics posés, les médecins arrivèrent à une conclusion sans équivoque. Thomas Ellerby comprenait le caractère de ses actions et pouvait se contrôler. C'est-à-dire qu'il restait responsable au moment de commettre chacun des crimes. Ainsi, les experts confirmèrent, il s'agissait non pas d'un effondrement accidentel et non de folie, mais d'une activité séquentielle, pathologiquement motivée, mais néanmoins consciente. Cette conclusion fut décisive. Maintenant, l'accusation avait non seulement les preuves, mais aussi la conclusion officielle sur sa responsabilité. Cela signifiait qu'un procès l'attendait et Ellerby comparaîtrait devant lui comme une personne pleinement capable de porter la responsabilité de ses actes. L'interrogatoire final de Thomas Ellerby devint le moment clé de toute l'enquête. À ce moment, l'enquête avait une base probante complète. Témoignages, traces numériques, résultats d'expertise,
objet trouvé et conclusion médicale. La question ne se posait plus de savoir s'il y a suffisamment de preuves, mais de savoir comment le suspect lui-même se comporterait quand tout cela lui serait présenté personnellement. Le motif formel de la rencontre était évident. Avant de transmettre l'affaire au tribunal, les enquêteurs devaient procéder à un interrogatoire conclusif en le fixant par procès-verbal. Cette fois, ils décidèrent d'aller jusqu'au bout, présenter chaque preuve, chaque évidence pour voir la réaction d'Ellerby. C'était le moment de confrontation directe. L'homme qu'on considérait comme un pédagogue respecté et organiste se retrouvait pour la première fois face à face avec le tableau construit contre lui. L'interrogatoire se déroula dans une salle spécialement équipée où était mené un enregistrement vidéo. Devant Ellerby sur la table furent posées les photographies des caméras de surveillance qui montraient comment il accompagnait lui-même les adolescents vers sa maison. Puis suivirent les imprimés des données téléphoniques confirmant que leur téléphone cessait de fonctionner précisément à son adresse. L'enquêteur montra les reçus du magasin de bricolage Arbor Hardware, où il achetait des ventilateurs industriels, des sacs de chaux et des contenants. Ensuite furent démontrés les rapports d'experts. Les profils ADN trouvés dans le sous-sol et dans l'automobile coïncidaient avec les profils des 8 victimes. Pour renforcer la pression, l'enquêteur lut des extraits des lettres qu'Ellerby écrivait aux parents, invitant leurs enfants aux cours supplémentaires de chorale. Ces documents, qui paraissaient autrefois anodins, faisaient maintenant partie des preuves. S'ajoutèrent les données des journaux informatiques. Ces requêtes sur les médicaments et moyens d'isolation des locaux étaient enregistrées. Chaque preuve se superposait à l'autre, comme les briques d'un mur qui lentement mais implacablement se refermait autour de lui. Tous ces matériaux furent présentés séquentiellement, et la réaction d'Ellerby fut telle que personne ne l'attendait. Le procès-verbal d'interrogatoire enregistra son silence. Il ne disputait pas, ne niait pas, ne tentait pas de se justifier. Il n'y eut ni émotion, ni éclat de colère, ni larmes. Indifférence complète. Les enquêteurs disaient que ce silence résonnait plus fort que tous les mots. Il soulignait son détachement et son refus obstiné de reconnaître l'évidence. À la fin de l'interrogatoire, l'enquêteur fit une dernière tentative. Il posa la question directe qui sonnait comme un défi. « Pourquoi avez-vous fait cela, Thomas ?» Dans la salle régna une pause. Ellerby leva les yeux, regarda directement l'enquêteur et prononça une courte phrase. « Je ne parlerai qu'au tribunal. » Ces mots devinrent le bilan de toute l'enquête. Il n'y eut pas d'aveu, pas d'explication. Il conserve le silence jusqu'à la fin, laissant les dernières réponses pour la salle d'audience. Et c'est précisément là que se déplaçait maintenant le centre des événements, vers le procès qui devait mettre le point final à l'affaire de Thomas Ellerby. Quand l'enquête eut rassemblé toute la masse de preuves, il semblait que le tableau des crimes était déjà complètement construit. Mais le parquet comprenait. Pour le tribunal, il fallait un argument frappant qui détruirait toute tentative de la défense de se référer au hasard ou à l'effondrement psychique. Un tel argument apparut lors de l'analyse de l'ordinateur portable de Thomas Ellerby, saisi lors de la perquisition. Les criminologues numériques étudièrent pendant des semaines le disque dur. Ils vérifiaient chaque dossier, chaque fichier temporaire. La première chose qu'ils trouvèrent, ce furent les lettres aux parents avec proposition de répétition supplémentaire de chorale. Ces lettres faisaient la partie des preuves depuis le début. Mais beaucoup plus important fut ce qui se conservait dans la mémoire de l'ordinateur, les brouillons. C'est précisément eux qui s'avérèrent clés. Visuellement, les brouillons ne différaient presque pas des lettres définitives, mais l'analyse des métadonnées montra des détails qu'il était impossible d'ignorer. La date de création des fichiers coïncidait non pas avec la date d'envoi, mais avec les mois précédant les disparitions. Par exemple, la lettre pour l'adolescent qui disparut en mai 2024 fut créée encore en janvier. D'autres brouillons avaient les mêmes écarts. Les lettres que les parents reçurent au printemps s'avérèrent écrites encore en hiver. Ce détail changeait tout. Si auparavant la défense pouvait tenter d'affirmer qu'Ellerby agissait impulsivement,
que chaque disparition était le résultat d'un effondrement soudain, maintenant cette version devenait impossible. Les brouillons montraient il choisissait à l'avance à qui il écrirait, réfléchissait au texte et conservait les lettres pendant des mois jusqu'au moment opportun. Ce ne sont pas des actions spontanées, c'est de la préparation. La signification juridique de cette trouvaille était colossale. La présence de tels documents détruisait toute tentative de la défense de parler d'affect ou de non-préméditation. Elle indiquait une planification nette, froide, et le choix des victimes bien avant les événements eux-mêmes. Pour l'accusation, ceci devint le coup de contrôle, la preuve qui ne laissait pas de doute sur la préméditation. Maintenant, l'affaire se qualifiait comme meurtre au premier degré, avec intention préméditée. Cet élément rendit l'accusation non pas simplement solide, mais pratiquement en béton armé. Et c'est avec cette preuve que le parquet sortait au tribunal, prêt à montrer que Thomas Ellerby non seulement commettait des crimes, mais les planifiait aussi méthodiquement bien avant que les adolescents franchissent le seuil de sa maison. Lors du procès judiciaire, Thomas Ellerby reçut enfin la possibilité d'accomplir la promesse qu'il avait donnée au dernier interrogatoire. Il fut appelé dans la salle d'audience, on lui donna la parole, et tous se figèrent dans l'attente. Mais, contrairement aux attentes, il choisit encore le silence. Ellerby refusa de témoigner, invoquant son droit de ne pas témoigner contre lui-même. Pour beaucoup, ceci devint une confirmation. Il n'y aurait jamais d'aveu de sa part. Mais le procès ne s'arrêta pas là. Le débat judiciaire continua, et le point culminant se produisit non dans ses paroles, mais dans le travail de l'accusation. Les procureurs présentèrent méthodiquement tout ce que l'enquête avait accumulé. D'abord, ils montrèrent aux jurés les enregistrements des caméras. À l'écran apparurent ces mêmes scènes où Ellerby marche à côté de chaque adolescent, le menant vers la maison. Puis, les données des opérateurs mobiles démontrant comment les téléphones cessaient d'émettre des signaux précisément à son adresse. Ensuite, vinrent les résultats d'expertise. Les médecins légistes lurent les conclusions sur la cause de décès. Les experts criminologues présentèrent les preuves ADN trouvées dans le sous-sol et dans l'automobile d'Ellerby. Les spécialistes numériques racontèrent les brouillons de lettres créés des mois avant les disparitions, montrant l'intention préméditée. Tout cela s'accompagnait de documents, photographies, tableaux. Chaque détail était à sa place. Le procureur renforçait les faits en lisant des extraits des lettres d'Ellerby aux parents où il promettait d'aider les enfants à révéler leurs talents vocaux. Ces mots résonnaient maintenant comme une tromperie cynique derrière laquelle se cachait un piège mortel. Complétant la chaîne de preuves, l'accusation ajouta la conclusion du psychiatre. Malgré les problèmes d'audition et le trouble psychique, Ellerby restait responsable et comprenait ses actions. Le point culminant fut l'intervention du procureur dans le discours conclusif. Il n'appela pas Ellerby un monstre et ne recourut pas à de grands mots émotionnels. Il souligna le principal. C'était un homme méthodique qui utilisait la confiance des enfants, des parents et de toute la ville pour réaliser son idée obsessionnelle. Il vivait une double vie. Publiquement pédagogue et musicien respecté, dans la réalité privée, homme conservant des corps dans sa propre maison. Pour les jurés, ce discours devint le point final. À leurs yeux, Ellerby cessa définitivement d'être un enseignant étrange ou un homme avec des problèmes de santé. Devant eux se dressa un tueur calculateur, utilisant froidement la confiance qu'on lui avait donnée. À partir de ce moment, pour le tribunal ne restait aucun doute sur le verdict qui devait être rendu. Dans la salle d'audience arriva le moment où les procureurs présentèrent la partie la plus terrible de l'affaire, la reconstitution des crimes. Il était important pour les jurés non seulement de voir les preuves séparément, mais aussi de comprendre à quoi ressemblait chaque épisode du début à la fin. Et l'accusation montra. Ce n'était pas un chaos accidentel, mais une procédure rodée qui se répétait encore et encore. La reconstitution se construisait sur l'ensemble des données, lettres et leurs brouillons, traces numériques, témoignages, expertise. Tout cela forma un schéma unique qui démontrait que chaque disparition se produisait selon le même algorithme. C'est en cela
que résidait l'horreur principale. Tout était mené à une répétitivité routinière, comme sur une chaîne de montage. D'abord, l'enquête montra l'étape préparatoire. LRB choisissait à l'avance la future victime et composait le brouillon de lettres pour les parents. Dans ces brouillons étaient indiquées les dates et prétextes pour les répétitions supplémentaires. Plus tard, la lettre était envoyée au moment opportun. Les parents la voyaient comme une proposition habituelle de cours et acceptaient. Ensuite venait l'étape suivante, la rencontre après les cours. LRB accompagnait l'élève dans une promenade à travers le parc, ce que fixèrent les caméras de surveillance et les témoins. Cette promenade était le moment clé. C'est ainsi que l'adolescent se retrouvait à côté de lui en dehors de l'école, dans un environnement neutre, et allait calmement jusqu'à sa maison. L'entrée dans la maison et la disparition qui suivait s'enregistraient selon les données des téléphones et traces numériques. Puis la reconstitution passait au sous-sol. Là commençait la deuxième étape, le meurtre. Les experts confirmèrent qu'on appliquait d'abord des sédatifs. L'adolescent perdait connaissance et cessait de résister. Après cela suivait l'étape finale, l'étouffement, qui s'enregistrait comme cause directe de décès dans les 8 cas. L'étape conclusive, la dissimulation. Le sous-sol était équipé à l'avance, fausses cloisons, ventilation, contenant. C'est précisément là qu'il plaçait les corps, utilisant la chaux pour ralentir la décomposition et les ventilateurs pour évacuer l'odeur. Tout cela fut confirmé par les achats au magasin de bricolage et les témoignages des voisins sur le bruit constant. La conclusion principale de la reconstitution était évidente. Dans les actions d'LRB, il n'y avait pas de spontanéité ou de chaos. Chaque pas était planifié, chaque détail réfléchi. Du choix de la victime à la dissimulation du corps, tout obéissait à un scénario froid, méthodique. Et c'est précisément cela qui fixa son image aux yeux des jurés. Non pas un homme en état d'affect, non pas un fou, mais un tueur calculateur qui allait consciemment vers son but et faisait tout pour cacher les traces. Cette reconstitution devint le pont vers l'étape suivante du procès. La délibération des jurés sur le verdict qui devait déterminer son sort. Le 9 mai 2025, le procès entra dans sa phase finale. Après les plaidoiries finales du procureur et de l'avocat, les jurés se retirèrent dans la salle de délibération. L'atmosphère dans la salle était tendue, tous comprenaient que la décision était proche, mais personne ne savait combien de temps serait nécessaire pour la prendre. Habituellement, sur de telles affaires, les séances peuvent s'étirer des heures ou même des jours. Mais cette fois, tout se passa différemment. Les jurés revinrent en moins de 2 heures. Un délai si court signifiait une chose. Il n'y avait pratiquement pas de doute dans leur décision. Quand ils revinrent dans la salle, régna un silence complet. Le chef des jurés se leva, transmit la feuille avec la décision au juge, et celui-ci commença à la lire. Le verdict était clair et sans équivoque. Coupable. LRB fut reconnu coupable sur tous les 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Chaque disparition, chaque mort fut reconnue comme action planifiée. La salle écouta en silence. Personne ne fut surpris, mais le moment lui-même produisit une forte impression. L'enquête et le procès de plusieurs mois se terminaient par la reconnaissance juridique de sa culpabilité. L'étape suivante fut la sentence. Le juge, s'appuyant sur le verdict des jurés, lut la décision finale. Thomas LRB est condamné à la réclusion à perpétuité sans droit de libération conditionnelle. Cela signifiait qu'il passerait le reste de sa vie en prison, n'ayant pas la moindre chance de sortir libre. Ainsi, l'histoire qui avait commencé par une plainte pour odeur et bruit de ventilateur se termina dans la salle d'audience. La sentence mit le point dans l'affaire pénale, mais pour la ville et les familles des victimes, cette histoire resterait longtemps encore une blessure qui ne guérit pas. Après l'annonce de la sentence, restait encore une question importante. Que faire de la maison avenue Maple où s'était produit tout ce qu'il y avait de plus terrible ? Cette adresse se transforma instantanément en symbole, et pas dans le bon sens. À la maison commencèrent à venir des curieux,
Apparurent des rumeurs et même des tentatives d'organiser de sinistres excursions. Pour les proches des victimes et toute la ville, ceci devint une douleur supplémentaire. La municipalité, conjointement avec les familles des victimes, prit la décision que la maison ne devait pas continuer d'exister comme rappel du mal. Et peu après la fin du procès, le bâtiment fut démoli. Cette décision était perçue non comme un acte de destruction, mais comme une tentative de nettoyer la ville de l'ombre qui s'était posée sur elle. Sur le lieu du crime, il n'y a plus de murs, plus de sous-sol, plus de traces. Là resta un espace vide, mais détruire le mal n'est que la moitié du travail. Il était important de créer quelque chose de nouveau qui conserverait la mémoire des victimes. L'initiative vint des habitants de la ville. Les gens rassemblèrent des fonds. Au projet se joignirent l'arrondissement scolaire, l'église, les entrepreneurs locaux. Le résultat fut l'apparition d'un mémorial à Sea Glass Park, dans ce même parc par lequel LRB menait les enfants vers sa maison. Maintenant, y est installée une composition commémorative avec les noms des 8 victimes. Ce lieu devint un point de mémoire où viennent les familles, les élèves et les habitants pour déposer des fleurs et honorer la mémoire. L'affaire LRB changea le système lui-même. L'arrondissement scolaire révisa complètement les règles de sécurité. Maintenant, les cours individuels et répétitions extrascolaires sont strictement réglementés. Les parents doivent signer un accord pour chaque visite et les rencontres ont lieu seulement sur le territoire de l'école et seulement portes ouvertes. Ces mesures devinrent le résultat direct de la tragédie, mais les principales conséquences étaient de caractère immatériel. Grace Harbor, où régnait auparavant une atmosphère de confiance, où les gens se connaissaient par leur nom et laissaient les portes ouvertes, perdit ce sentiment. L'illusion de sécurité disparut. La ville continua de vivre, mais les cicatrices de cette histoire restèrent pour toujours.